Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour ce deuxième live d'analyse du jeu. Un beau programme nous attend aujourd'hui avec l'animation offensive du FC Barcelone qui a brillé ce week-end face à l'Athletic Bilbao. On a également l'animation défensive de l'Atlético de Madrid face à Manchester United en Ligue des Champions avec un bloc défensif particulièrement hermétique que l'on détaillera. L'attaque rennaise aussi qui a brillé en Ligue 1, deuxième match de suite avec 4 buts marqués pour les Bretons en Ligue 1. On verra quelques mécanismes de cette attaque. On a également 3 buts marqués par l'Atalanta face à la Sampdoria il y a quelques jours qui sont intéressants parce que c'est toujours intéressant de décortiquer le jeu de l'Atalanta. On a aussi un but de Vardy qui sera intéressant par rapport au rapport entre l'attaquant et le défenseur, et puis aussi un but de Jack Grealish parce que c'est toujours aussi intéressant d'avoir du City. C'était en FA Cup face à Peterborough il y a quelques heures maintenant, parce que je crois que c'était hier soir. Le FC Barcelone de Xavi qui donc recevait l'Athletic Bilbao à domicile avec cette animation évidemment qui est désormais celle du Barça de Xavi. Ce trio offensif Traoré, Torres, Aubameyang qui a focalisé les attentions depuis ce mercato. On va voir comment ça s'est goupillé ce Barça de Xavi. Sur le papier, c'était un 4-3-3 avec donc cette défense Alves, Araujo, Piqué et Dest, latéral gauche de fortune, Serginho Dest, lui qui est plutôt droitier. 3 milieux de terrain, Pedri, Busquets et Gavi. Et puis un trio, Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. Pedri et Gavi avaient inversé leur positionnement sur cette situation de jeu. Initialement, Pedri est plutôt axe gauche et Gavi axe droit, mais ça arrive qu'il y ait des permutations dans le cours du jeu. Ce qu'on remarque déjà sur ce 4-3-3, c'est l'occupation des espaces et des intervalles face au 4-4-2 de l'Athletic Bilbao. On avait donc ce 4-4-2 en défense de zone, bien compact aussi, comme souvent avec les équipes de Marcelino. Mais côté barcelonais, on cherchait à placer des joueurs, notamment dans l'entrejeu, dans tous les intervalles possibles. Si on prend notre stylo de fortune, on va pouvoir dessiner par exemple Busquets qui se place ici dans l'intervalle derrière la première ligne adverse. On a ici Gavi qui se place dans l'intervalle entre le central et le latéral des milieux de terrain adverses. Et de même pour Pedri. Ce qui fait qu'en fait, ces trois éléments peuvent mobiliser à eux seuls finalement. C'est les 6 joueurs des deux premières lignes de l'Athletic Bilbao. Je vais y arriver. C'est un petit peu le défi qui est posé par ces 3 éléments-là. C'est poser des dilemmes dans les différentes zones de l'entrejeu pour l'Athletic Bilbao. Avec forcément Gavi qui va poser des questions, est-ce que c'est le latéral, est-ce que c'est le central qui doit le mieux le gérer. Ici Pedri, on voit côté ballon, il vient mobiliser à la fois le central et le latéral. Ça peut ouvrir un intervalle à l'intérieur ici pour qu'Aubameyang vienne décrocher. C'est souvent des mécanismes qu'on a pu voir du côté du FC Barcelone. Mais cette animation, justement avec ce 4-3-3, cette recherche de l'occupation des intervalles de l'Athletic Bilbao, elle a aussi varié par des mouvements de la part du Barça, tout simplement, dans ce système. Le 4-3-3 qui s'est modulé, c'est souvent ce qu'on voit aujourd'hui, hein, un système offensif reste rarement très figé, très stable. Il y a beaucoup de rotation, de permutation, de dézonage et d'ajustement, donc de mutation de ce système. Première variation, le décrochage de Sergio Busquets, depuis sa position numéro 6, qui s'insère entre Araujo et Piqué, les deux centraux. Ça crée donc une relance à 3, ce qui crée une supériorité face à la première ligne adverse, face aux deux attaquants de l'Athletic Bilbao. Ici, il y en a un qui est sorti sur Piqué, mais donc sur Busquets, mais on crée donc ce 3 contre 2 naturellement sur la relance. C'est l'idée du jeu de position, hein, créer par ce positionnement des supériorités à chaque étape de l'action. Créer un 3 contre 2 pour avoir une supériorité sur la relance, pour ensuite pouvoir amener une supériorité sur la ligne suivante, et ainsi de suite jusqu'au but adverse. Busquets, donc, qui décroche, ce qui entraîne des compensations aussi du reste des éléments du Barça. Au milieu de terrain, Pedri, vous le voyez, qui quitte l'axe gauche pour venir occuper la zone libérée par Busquets dans l'entrejeu. Il vient dans cette position numéro 6 devant la défense. Pourquoi ? Pour toujours occuper cet intervalle dans le dos de la première ligne adverse, qu'on va redessiner ici, parce qu'en fait, cette première ligne, c'est important de la mobiliser par une menace dans son dos pour libérer les joueurs de la première ligne de relance. C'est toujours les joueurs qui se placent dans le dos de la ligne adverse qui peuvent les mobiliser et donc les fixer en quelque sorte, les inciter à ne pas intervenir pour libérer des joueurs placés plus bas pour pouvoir jouer. Et c'est le cas aussi de ce que fait Ferran Torres, qui quitte son aile gauche ici pour venir occuper la position libérée par Pedri. Ferran Torres qui vient, c'est ce qu'on disait, dans l'intervalle entre le milieu excentré et le milieu axial de l'Athletic Bilbao pour maintenir cet équilibre dans l'occupation des espaces dans l'entrejeu. Gavi, lui, ne change pas sa position. On voit que également l'autre ajustement ensuite, grâce à ce décrochage de Busquets, les centraux du Barça peuvent s'excentrer justement, peuvent s'étirer sur la largeur pour occuper cette largeur à 3. Et donc, les latéraux, Alves et Dest, peuvent monter d'un cran avec cette couverture qu'ils ont en dessous d'eux avec Araujo et Piqué. Ils peuvent donc occuper cette largeur offensivement. Et donc, le bloc du Barça se défend puisque Adama Traoré vient à l'intérieur en restant axe droit. Aubameyang d'ailleurs est axe gauche, donc on a cet équilibre vraiment très réfléchi dans l'occupation des espaces de la part du Barça. Et ce qui était un 4-3-3 initialement devient en fait ici un 3-5-2. Hein, si on relie même Ferran Torres avec Dest ici à gauche
Et puis Gavi avec Alves à droite pour former cette ligne de 5 au milieu de terrain. On a ce 3-5-2 ou 3-1-4-2 si on veut vraiment détailler ligne par ligne. C'est important parce qu'en effet, les schémas offensifs s'échelonnent comme ça. Mais donc, on a cette variation du Barça dans son animation offensive, tout en voulant préserver vraiment cette occupation des espaces, notamment à l'intérieur du jeu, et toujours mobiliser un maximum de joueurs avec un minimum d'éléments. C'est-à-dire qu'un joueur du Barça doit pouvoir mobiliser 1, 2, voire 3 peut-être parfois défenseurs adverses pour libérer des coéquipiers dans d'autres zones. C'est vraiment ce qui est recherché du côté de Xavi. Voilà pour cette première variation. Deuxième variation, elle vient de Pedri, qui était donc axe gauche, le milieu relayeur, que l'on va tout de suite mettre en évidence ici. Vous le voyez, quand le ballon était à droite initialement dans la construction du jeu du Barça, Pedri venait décrocher. On voit ici d'ailleurs indiqué à Dest qu'il va décrocher et que Dest doit donc monter dans le couloir pour prendre la largeur. Et donc Pedri décrocher. Pourquoi ? Parce que le ballon allait venir vers lui, vers un renversement, et forcément Pedri est plus à même de faire le jeu en étant face au jeu déjà pour lui, mais aussi par rapport à Serginho Dest. Pedri sera mieux capable de trouver des lancements de jeu, d'autant plus que Dest... Alors, Pedri non plus n'est pas gaucher, mais disons que Pedri a une meilleure sens de la passe que Serginho Dest, et donc en faisant monter Dest, on décharge un petit peu de cette responsabilité de devoir trouver la première passe pour casser le ballon adverse. Le fait d'avoir décroché et d'avoir cette excentré pour Pedri vers la gauche, ça lui permet d'être face au jeu donc, et on voit aussi que Ferran Torres, l'ailier gauche, l'excentré gauche du Barça, s'est ajusté en venant lui à l'intérieur pour former ce triangle et cet équilibre encore une fois des espaces. Évidemment, on cherche à avoir un seul joueur sur la largeur pour avoir plus d'éléments à l'intérieur, et on retrouve d'ailleurs, alors ici si on revoit, c'est finalement un 4-3-3, on peut le redessiner d'ailleurs, hein, avec Alves qui lui d'ailleurs venait plus souvent compenser à l'intérieur que être très extérieur, parce que la largeur était plus occupée par Adama Traoré qui est ici. Alves qui venait donc équilibrer en cas de perte de balle notamment en se rapprochant, c'est l'importance du marquage préventif des adversaires de l'Athletic Bilbao. On a notre milieu de terrain ici, donc Ferran Torres qui se transforme en relayeur gauche entre les lignes. C'est un petit peu d'ailleurs ce que fait City d'ailleurs en mettant ses 8 très très haut, ces numéros 8 qui sont pratiquement deux numéros 10 entre les lignes, demi-espace gauche pour Torres et demi-espace droit ici pour Gavi, toujours dans cette occupation des intervalles. Hop, axe gauche et axe droit. On a donc Serginho Dest qui est monté d'un cran, qui devient ailier comme l'est Adama Traoré à droite. Et donc voilà cette rotation, ces permutations sur les côtés qui permettent d'avoir différents profils dans différentes zones tout en gardant l'équilibre collectif. Et donc Pedri par exemple peut apporter des choses différentes quand il est décroché face au jeu comme ici, ou quand il est entre les lignes aussi, il peut apporter des choses. Ça a été le cas sur plusieurs situations notamment, parce qu'il est aussi très à l'aise quand il est servi entre les lignes. Mais voilà, il y a des variations comme ça dans l'occupation des espaces, des rotations sur les côtés, qui permettent de trouver différentes solutions et beaucoup de variété dans le jeu du FC Barcelone que l'on a vu face à l'Athletic Bilbao. Et d'ailleurs, justement, si on poursuit sur cette action, Pedri lance en profondeur Serginho Dest avec ce mouvement complémentaire, Torres qui décroche et Dest qui monte en profondeur. Si on voit l'animation globale maintenant, les principes aussi du Barça, au-delà de ces variations positionnelles, on a souvent vu cette volonté de construire d'un côté, notamment principalement construire à droite. Construire à droite ? Oui, non, vous pouvez même construire à droite ou à gauche d'ailleurs. Construire d'un côté pour renverser à l'opposé et aller trouver l'excentré en 1 contre 1. C'était un peu moins flagrant avec Torres, à gauche Ferran Torres qui est, alors certes un excellent joueur, mais qui est moins à l'aise dans la percussion en 1 contre 1 que ne peut l'être un Adama Traoré à droite ou que peut l'être Ousmane Dembélé qui est entré en jeu. Qui est en jeu à ce moment-là de l'action d'ailleurs, à la 72e minute, Dembélé est entré en jeu à gauche, on le verra dans un instant. Et donc cette volonté du Barça d'aspirer l'Athletic Bilbao côté ballon, sachant qu'en plus Bilbao a un bloc très dense qui vraiment a cette volonté lui aussi de coulisser avec le ballon et donc qui laisse des espaces à l'opposé. Mais pour le Barça, tout l'enjeu c'était de réussir à vite renverser de l'autre côté pour trouver cet excentré en 1 contre 1. Et sur les 3 derniers buts barcelonais en fin de match, eh bien à chaque fois c'est venu de ce genre de situation. On voit ici par exemple Alves qui vient trouver Busquets à l'intérieur. On remarque qu'il y a 5 éléments du Barça sur ce couloir droit, assez proches les uns des autres, finalement. Alors on inclut Araujo évidemment, mais ça va forcément aspirer côté ballon aussi l'Athletic Bilbao. On arrive du côté d'Alves à trouver une passe à l'intérieur avec Pedri, parce que c'est souvent utile quand même pour un renversement de trouver des passes à l'intérieur, parce que ça facilite l'accès au côté opposé, alors qu'un renversement d'Alves ici vers Dembélé, ce serait facilement maîtrisé par la défense adverse. Pedri donc trouvé entre les lignes, bonne prise de balle évidemment pour s'orienter vers l'avant. On a tout de suite la disponibilité de Frenkie de Jong qui est entré en jeu, que l'on verra dans un instant, mais aussi important, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui initialement est dans l'intervalle entre le central droit et le latéral droit de l'Athletic Bilbao, et c'est ce qu'on disait au début de cette intervention, c'est-à-dire qu'il mobilise 2 joueurs par cette course dans cet intervalle. Il n'est pas seulement sur le latéral adverse, mais à la fois sur le central, donc ça peut libérer à la fois de l'espace entre les lignes ici, et puis ça va évidemment attirer avec lui, donc on voit cet intervalle qu'il attaque, ça aspire avec lui forcément le latéral opposé qui doit venir fermer cet intervalle intérieur, et qui est-ce que ça va libérer à l'opposé évidemment ?
c'est Ousmane Dembélé, le français donc, qui est resté bien large pour être en bout de chaîne. Il faut être très patient quand on est ailier comme ça dans ces équipes de jeu de position. C'est ce que dit souvent aussi Pep Guardiola à ses équipes, à ses ailiers. Être très patient, rester très large, parce qu'en venant trop tôt à l'intérieur, Dembélé serait plus facilement neutralisable par l'adversaire direct, par le latéral de Bilbao. Alors qu'en restant très large, finalement, il permet à Aubameyang de lui ouvrir encore plus d'espace et il donne plus de marge aussi au Barça pour venir le trouver. Et lui, il se donnera plus d'espace aussi à l'arrivée. Pedri décale De Jong en relais à l'intérieur et De Jong en une touche de balle a tout de suite remarqué l'intervalle qui était ouvert par l'appel d'Aubameyang. On voit d'ailleurs que le latéral de l'Athletic Bilbao est venu très à l'intérieur et on voit les 4 défenseurs de Bilbao qui sont très dans l'axe et nécessairement ça libère Dembélé côté gauche dans une situation préférentielle en 1 contre 1. C'est vraiment ce qu'il recherche, Ousmane Dembélé, se retrouver dans ces configurations-là pour faire la différence. Il n'a pas toujours été en réussite ces derniers mois peut-être, mais il a été particulièrement brillant face à Bilbao le temps de son entrée en jeu avec un but et 2 passes décisives. Et ici, il crochette vers l'extérieur, vers son pied gauche. C'est l'avantage de son ambidextrie aussi. Il peut finir des 2 pieds même si sa technique de frappe n'est pas toujours parfaite. Et bien cette fois-ci, il trompe le portier de Bilbao avec cette frappe puissante au premier poteau. Troisième but du Barça, deuxième que l'on va voir ici, qui confirme aussi cette tendance de jeu barcelonaise, avec encore une fois cette construction à gauche. C'est l'action folle de Pedri, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, avec ce petit numéro qui nous fait dans les petits espaces avant de renverser. Et on voit que le Barça finalement, encore une fois, met beaucoup de joueurs côté ballon sur ce côté gauche. Ici, on a 8 joueurs dans cette moitié de terrain, et même pas une moitié, c'est presque un tiers de terrain sur la largeur du côté du Barça. On a aussi beaucoup de joueurs de Bilbao évidemment aspirés pour défendre. Et en fait, le Barça recrée presque un rondo, presque un taureau comme ça, le long de la ligne de touche, avec ces 5 contre 2, 5 contre 3 même, face aux joueurs de Bilbao. Ça, ce sont des choses qui sont évidemment travaillées à la Masia depuis tout petit, depuis très très jeune. C'est vraiment le rondo, un exercice clé de la formation des joueurs du FC Barcelone et jusqu'au pro d'ailleurs évidemment. Même Pep Guardiola en fait un élément central parce que le rondo implique plein de choses, à la fois la maîtrise en effet du jeu sous pression, mais aussi pour les joueurs qui défendent, savoir presser en infériorité numérique. Bref, il y a plein de bienfaits pour les rondos, plein de variations possibles. Et là, c'est un petit peu cette variation-là que l'on retrouve en 5 contre 2 le long de la ligne de touche du côté du Barça, avec évidemment la classe aussi dans les petits espaces de Pedri pour trouver la solution. Ici, il vient de trouver Depay, il me semble, en appui. Ensuite, c'est De Jong. Non, c'était Luke De Jong justement qui dévie pour Frenkie De Jong, qui lui va retrouver Pedri à nouveau. Bref, à l'issue de ce rondo, de ce taureau côté gauche, l'Athletic Bilbao est aspiré côté ballon et qui est libéré à l'opposé évidemment, c'est Ousmane Dembélé qui encore une fois lui est resté très patient, très large. Il n'est pas venu à l'intérieur pour éventuellement solliciter un ballon ici dans cette zone-là. Ça aurait pu être un ballon intéressant à lui donner, hein. Mais ce qui lui est vraiment demandé, c'est de rester très très large pour être trouvé en bout de course, en bout de chaîne, en finition, en situation de 1 contre 1 comme ici. Et comme tout à l'heure, son ambidextrie est redoutable. Elle peut faire des différences et elle pose des questions finalement pour le défenseur. Est-ce que Dembélé va partir à droite ou à gauche? Il peut faire les deux. Il peut donner des dernières passes des 2 pieds. On le verra d'ailleurs sur la dernière action finale. Et Dembélé ici va repiquer vers son pied gauche et donner un centre vers Luke De Jong qui lui s'est bien placé aussi dans la surface. On voit que certes il y a une égalité numérique dans la surface de réparation au niveau de la zone de but avec 2 défenseurs de Bilbao face à 2 attaquants du Barça. Mais égalité numérique ne veut pas dire supériorité, ou en tout cas ne veut pas nécessairement dire qu'on est en sécurité, puisqu'on voit qu'en termes de position, de placement, donc en termes de supériorité positionnelle, c'est très clairement le Barça qui l'a, avec De Jong qui est dans cet intervalle et Depay qui est dans cet intervalle aussi. Ils ne sont pas marqués du tout, et donc ils ont un meilleur accès à certaines zones très dangereuses, et notamment De Jong. Et là, tout l'enjeu pour Dembélé, c'est de réussir à franchir le premier défenseur de l'Athletic Bilbao, c'est ce qu'il parvient. Et donc Luke De Jong ici, qui marque de la tête de près, avec la belle conclusion donc de cette action construite à gauche, finie à droite, avec le 1 contre 1 pour Dembélé. Et le dernier but, le 4-0 dans les arrêts de jeu, le voici, avec encore une fois cette construction. Cette fois-ci, il y a 4 éléments, plus piqués en retrait, qui sont vers le côté gauche. C'est pas le maximum, mais c'est quand même déjà aussi significatif. On va déjà voir qu'à l'opposé aussi, il y a des espaces qui sont libérés. On remarque déjà d'ailleurs que Dembélé est encore une fois très très large à l'opposé, pour bénéficier de l'espace qui est laissé par une défense qui, elle, est aspirée côté ballon. On dessine ici la ligne défensive de Bilbao à la main. Et donc, De Jong qui va prendre un appui sur Depay, De Jong qui va prendre un autre appui sur Luke De Jong cette fois-ci, échange entre De Jong, et on voit ce bloc très dense, très compact, très resserré, très rétréci de l'Athletic Bilbao pour empêcher le jeu à l'intérieur, et forcément ça facilite le jeu à l'extérieur, ce qui peut être une bonne idée face à des équipes qui n'ont pas d'éléments excentrés très percutants, capables de faire la différence en 1 contre 1.
Sauf que le Barça les a maintenant ces éléments avec le retour de Dembélé, avec l'arrivée d'Adama Traoré. Et donc forcément, certes, les zones excentrées sont moins dangereuses, mais quand il y a des adversaires de cet acabit sur les situations de 1 contre 1, au bout d'un moment, il y en a peut-être toujours un qui finit éventuellement par passer. Et là, il y en a eu plusieurs qui sont passés en fin de match, avec à nouveau Dembélé qui se retrouve en 1 contre 1. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Dans quelle configuration il va passer? Il va même pas chercher à dribbler cette fois-ci. En fait, il va fixer tout simplement. Il va attendre que la porte s'ouvre pour donner un centre du pied droit. Et là, cette fois-ci, c'est Depay qui va plonger dans le dos du deuxième central de Bilbao, qui est pas très attentif, qui est plus focalisé a priori sur la course de Jong ici, qui venait peut-être solliciter un petit ballon entre les deux joueurs de Bilbao, ça aurait été possible. En tout cas, Dembélé qui arrive à trouver cette zone si dangereuse entre la défense et le gardien. Et Memphis Depay qui se jette et qui marque. Voilà donc toutes les variations et toute la richesse aussi de l'animation offensive du Barça dans cette configuration précise de match face à un bloc très regroupé qui se fait aspirer côté ballon. Et le Barça a su trouver des différences et des espaces sur la largeur pour mettre ses ailiers en situation de 1 contre 1, là où ils sont forcément très brillants. Alors on revient du coup à la semaine dernière, c'était un match de Ligue des Champions entre l'Atlético de Madrid et Manchester United, le 8e de finale aller, avec un match qui n'a pas été hyper emballant nécessairement, surtout pour les supporters de Manchester United. En revanche, on a vu une très belle équipe de l'Atlético, alors qu'on s'interrogeait quand même beaucoup sur l'évolution du style de jeu prôné par Diego Simeone, avec pas mal de buts encaissés cette saison. Je crois qu'après il y avait 34 buts encaissés après je sais plus combien de journées, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Atlético sous Simeone à ce stade de la saison. Bref, on avait une défense qui n'en est plus garantie, donc on se posait des questions face à United, même si United non plus n'est pas en très grande forme en ce moment. On a eu une très belle réponse en termes d'animation défensive notamment. On a retrouvé le vrai Atlético avec en début de match une belle pression concrétisée par un but, et ensuite on a su être hermétique, sauf sur une situation où Reinildo fait une petite erreur qui profite à Elanga et Manchester repart avec le 1 partout. C'est un petit peu ça la cruauté du foot. Et alors, qu'est-ce que ça donnait dans les faits, cette animation défensive de l'Atlético? C'était d'abord une base en 5-3-2, c'est ce qu'on voit, mais il y avait des variations en 4-4-2 sur la couverture de la largeur, une asymétrie. Ce n'était pas le même joueur qui sortait sur le latéral adverse, à gauche ou à droite, c'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, la vraie volonté globale de l'Atlético sur ce match face à Manchester United, c'était d'avoir une grosse densité axiale des deux premières lignes, la ligne de 2 attaquants et la ligne de 3 milieux de terrain, pour forcer Manchester United à jouer sur les côtés, empêcher vraiment le jeu intérieur de United, et forcer donc la construction en U par exemple. Ça représente un U quand on va d'un côté, on revient en arrière, hop, on repart de l'autre côté, et c'est souvent ça quand on voit les pass maps d'équipes qui n'arrivent pas à faire la différence face à des blocs bas, ça dessine des U finalement, et c'est un petit peu ce que Manchester United a eu face à l'Atlético de Madrid justement. Première ligne coupée, pourquoi c'est la première ligne qui coupe l'accès à la sentinelle, qui était Fred, ici, face au 4-3-3 de Manchester United. Voilà, c'est le 4-3-3, alors il y a Rashford qui est hors écran ici, mais si on peut peut-être le dessiner, comme ça vous allez le visualiser aussi. On avait Maguire Varane en défense, Lindelof à droite et Shaw à gauche. On avait Fred donc en 6, Pogba et Bruno Fernandes en 8, et puis on avait Sancho, Cristiano Ronaldo et Rashford. Et c'est intéressant d'ailleurs de retrouver un petit peu du côté de Bruno Fernandes ce qu'on avait dit tout à l'heure sur l'animation offensive du Barça, avec ces joueurs placés dans l'intervalle entre le milieu excentré et le milieu central adverse pour mobiliser un maximum de joueurs, sauf que ça a été moins efficace du côté de Manchester United. Alors sachant qu'en plus, ici on commence à deviner la variation vers le 4-4-2, ce qui n'était pas le cas initialement quand même du côté de l'Atlético. Donc cette volonté, côté Atlético, de forcer Manchester United à jouer sur les côtés. Une fois que c'était lancé, on voit ici la passe de Varane vers Lindelof, Renan Lodi, piston gauche, sortait sur le latéral droit Manchester United, sur Victor Lindelof. Et donc ça a entraîné une réaction en chaîne, c'est-à-dire que dans son dos, eh bien, c'est Reinildo, qui est central gauche, dans ce système-là, qui coulissait pour venir défendre sur l'ailier mancunien, sur l'ailier droit mancunien. Et donc Reinildo se retrouvait en fait dans une position qu'il connaît très bien, puisque c'est sa position de formation, celle de latéral gauche, celle qu'il occupait avec le LOSC. Et donc c'était un moyen du côté de l'Atlético d'aller mettre une pression quand même pour gêner la construction de Manchester United, bloquer la progression dans le couloir avec Lodi qui sortait sur Lindelof, tout en ayant un équilibre aussi, et un joueur qui est dans une zone de confort sur la largeur pour défendre éventuellement face à Rashford dans un contre 1, ce qui est très important parce que c'est une menace évidemment assez redoutable. Et donc en coulissant de cette manière-là, c'est un 4-4-2 qui se dessine du côté de l'Atlético. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette volonté, en plus de vouloir forcer à jouer sur l'extérieur, ça s'accompagne naturellement d'une volonté d'empêcher les adversaires de jouer au cœur du bloc défensif. Et ce qui veut dire que tous les décrochages des milieux de terrain
jusqu'à ce que ça soit devant la ligne défensive, la première ligne de l'Atlético, tous les décrochages étaient suivis. Pourquoi? Pour empêcher tout simplement, par exemple, Pogba de venir décrocher ici, de recevoir le ballon de la part de Lindelof sur une passe simple, de pouvoir se retourner et ensuite trouver du jeu soit à l'intérieur, soit sur les côtés, soit en profondeur, bref, de réussir à trouver du jeu qui fasse progresser son équipe. On voit ici Kondogbia, qui était dans la zone de Pogba, très discipliné pour suivre vraiment ce décrochage de Paul Pogba. Ça veut dire que si Pogba reçoit le ballon à ce moment-là, il est dos au but, il ne pourra pas se retourner, il va être forcé de rejouer derrière. Et là, l'Atlético soit va rester en position, soit va même avancer sur la passe négative, c'est ce qu'on verra par la suite, pour continuer à gêner la construction de Manchester United. Et c'est vraiment important cette discipline de la part des milieux de terrain notamment, mais aussi des latéraux. Et c'est pour ça aussi que Ronan Lodi sort, c'est pour empêcher que Lindelof puisse construire tranquillement. Cette discipline sur des joueurs ciblés, ce ne sera pas le cas toujours sur les centraux par exemple, ce qu'on verra par la suite, mais sur tous les milieux de terrain par exemple, tout ce qui se passe au cœur du bloc, on suit pour forcer l'adversaire à rester dos au but et l'empêcher de se retourner pour pouvoir progresser. Et c'est extrêmement bien fait ici par Kondogbia. Alors on voit aussi d'ailleurs que ça se fait sur la ligne suivante, sur la ligne des défenseurs centraux, parce que là on est dans une configuration de 4-4-2, alors généralement les défenseurs de 4-4-2 sont peut-être un peu plus réticents à sortir, parce qu'il y a moins de couverture que quand on est à 3 centraux, là les deux centraux sont ici. Ce qu'on voit que ce qui est bien fait ici, c'est que Jiménez sort, et donc Savic coulisse pour venir, alors ça forme une ligne de défense à 3, mais en tout cas ça équilibre un petit peu la distance en venant resserrer un petit peu cet intervalle qui s'ouvrait avec le décrochage de Ronaldo qui était suivi par Jiménez. Jiménez qui suit donc Ronaldo avec cette posture importante quand il suit le décrochage, quand on est central, quand on est défenseur central, il est de profil, ce qui lui permet de pouvoir intervenir devant lui si Ronaldo est servi et donc de l'empêcher de se retourner, ou derrière lui, c'est mieux de le dessiner, hop, il peut indifféremment aller devant ou derrière si jamais Ronaldo décide de plonger dans l'espace dans l'intervalle ouvert. Et on verra d'ailleurs que c'est le cas, alors ce sera un élément secondaire de l'action, mais Jiménez a la bonne attitude de venir décrocher en étant de profil pour pouvoir vite réagir en fonction de la course de Cristiano Ronaldo et donc pouvoir neutraliser cette menace-là, en tout cas à la fois au cœur du bloc défensif et à la fois dans le dos de la ligne défensive. Du côté de l'Atlético, on n'avait pas nécessairement non plus l'envie de mettre une pression permanente sur tous les éléments, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple ici, on voit que Varane va avoir le ballon, et bien tout le bloc défensif de l'Atlético va reculer. C'est-à-dire que la première ligne, ici, elle n'est pas focalisée sur l'idée initialement de venir bloquer la progression de Varane en se mettant en opposition, parce que ça risquerait éventuellement de libérer Fred. Donc vraiment, la volonté de l'Atlético, c'est d'empêcher Fred d'être retrouvé et de pouvoir faire progresser le jeu. Alors c'est pas grave si Varane le fait vers l'extérieur, parce que ce qu'on voit c'est qu'il y a vraiment une densité avec toutes les solutions au cœur du bloc qui sont neutralisées. On voit que Reinildo aussi est près de Rashford. On voit, alors certes il y a Fernandes ici dans l'intervalle, mais il est très difficile à trouver avec la position. Ici c'est Herrera évidemment qui était venu là. Et d'ailleurs Herrera qui est venu resserrer aussi sur la menace de Cristiano Ronaldo. Donc on a une vraie volonté de fermer les solutions de passe vers l'avant. C'est pas grave si Varane avance, c'est pas lui qui va non plus être le plus dangereux. Donc on recule, on reste en place, on reste en bloc et on décide d'un moment, un déclencheur pour venir lui mettre la pression. Le déclencheur c'est souvent la ligne médiane. En tout cas c'est le cas ici avec Kondogbia qui au moment où Varane commence à s'approcher de la ligne médiane, hop, il sort avec beaucoup d'intensité vers Varane, parce que s'il sort un petit peu trop doucement, ça va ouvrir un espace et Manchester United pourrait éventuellement manœuvrer, parce que s'il sort doucement sur Varane qui sent pas la pression, on peut imaginer par exemple avec Fred qui est venu ici à l'intérieur alors que justement Jean-Félix est un petit peu en retard pour fermer cette passe intérieure, pour imaginer un jeu à 3 avec Varane vers Fred et Fred qui viendrait trouver l'intervalle ouvert. Mais non, Kondogbia sort avec intensité. En plus Varane a déjà fait son choix, en fait il a renoncé à chercher à jouer dans cet intervalle là et il a décidé de renverser. Et c'est là qu'on va voir la symétrie finalement de l'Atlético au niveau de son organisation défensive, sur la couverture de la largeur, puisque on a vu à gauche c'est le piston Renan Lodi qui sort sur le latéral de Manchester United qui était Lindelof, et le central gauche Reinildo coulissé sur la largeur pour défendre sur l'ailier. À droite c'est différent, à droite c'est le relayeur droit Marcos Llorente ici qui va venir sur le latéral gauche qui était Luke Shaw, et le piston droit lui reste en position dans l'alignement défensif pour défendre face à l'ailier qui est ici Jadon Sancho. Donc on a vraiment cette asymétrie. C'est pour ça qu'à gauche, quand Renan Lodi sort, ça forme quasiment un 4-4-2. À droite, ça redevient un 5-3-2 avec Renan Lodi qui revient intégrer l'alignement défensif. Donc on a vraiment ce mouvement de balancier d'un côté à l'autre, mais avec cette variation du joueur qui sort sur le latéral adverse. Je pense a priori que c'est pour à la fois une question de profil, avec Versalco qui est peut-être un peu moins tonique, un peu moins explosif que Renan Lodi, et une question aussi de distance d'intervention. Sur un renversement de jeu, c'est peut-être plus facile
de laisser le piston sur l'ailier pour ne pas risquer de sortir et de se faire prendre dans son dos par un appel de Sancho, et de laisser donc tranquillement le milieu relayeur coulisser, venir se mettre en opposition face à Luke Shaw pour bloquer la progression le long de la ligne de touche, parce que l'Atlético, voilà, le bloc défensif venait vraiment coulisser et enfermer côté ballon. Et d'ailleurs, on remarque aussi une compensation intéressante de la sentinelle Herrera ici, alors que le bloc de l'Atlético, vous voyez, s'est vraiment déplacé pratiquement sur une moitié de terrain. Je crois qu'il n'y a que Renan Lodi là qui n'est pas dans le... Renildo aussi un petit peu, qui n'est pas dans la moitié de terrain vers la droite. Savic a quand même dû coulisser pour venir ici gérer, je crois que c'est Bruno Fernandes qui est venu ici. Résultat, qui compense, c'est Herrera, la sentinelle, qui vient intégrer l'alignement défensif. Alors là, ça fait une ligne de 6 peut-être. En tout cas, ça vient fermer cet intervalle qui commence à s'ouvrir. Donc on a vraiment ce travail de compensation, toujours des joueurs très intelligents pour venir fermer les différents espaces qui peuvent s'ouvrir. Alors il y a toujours des brèches potentiellement qui peuvent s'ouvrir. Si on a des joueurs un peu plus ambitieux, on peut imaginer, alors là, Luke Shaw commence à s'orienter déjà vers l'arrière, mais s'il est ambitieux, il peut venir chercher Fred. Voilà, il y a toujours des choses aussi à redire sur l'animation offensive adverse. Mais toujours est-il que dans l'animation défensive de l'Atlético, les choses sont très claires et sont très bien mises en place. Ce qu'on voit donc, Luke Shaw qui joue en retrait, eh bien on a quand même cette volonté de retrouver des moments de défense en avançant pour ne pas trop subir. Et donc on voit sur le temps de passe de Luke Shaw vers Maguire, c'est Correa, premier attaquant côté ballon, qui sort justement sur le temps de passe pour venir mettre le défenseur adverse sous pression pour gêner un petit peu cette relance et pour permettre à son bloc de remonter un petit peu, de ne pas trop subir dans ces 30 mètres. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au moment où Maguire va passer à Varane, comme c'est le cas ici, on aurait pu imaginer par exemple Jean-Félix qui sorte sur Varane pour venir le mettre sous pression, parce que Renan Lodi aussi, lui, pourrait être prêt éventuellement à sortir sur Lindelof. Ça peut être une phase de pressing comme ça. Mais néanmoins, il y a toujours ce risque. Et je pense que la volonté, et d'ailleurs on le voit sur le regard, si je reviens un petit peu en retrait, on voit sur le regard porté par Jean-Félix, il est d'abord focalisé sur Fred, sur la sentinelle adverse, et donc sur l'idée d'empêcher Manchester United de jouer à l'intérieur vers cette sentinelle. Et donc c'est pour ça que Jean-Félix est venu refermer vers l'axe, quitte à laisser le côté opposé ouvert, c'est pas grave, ça laissera le temps à son bloc de coulisser. Il y a quand même encore beaucoup de joueurs entre le ballon et le but, donc c'est pas gênant. La priorité, c'est d'empêcher le jeu au cœur du bloc adverse sur ce renversement de jeu, et donc de venir resserrer d'abord sur la sentinelle avant éventuellement de venir coulisser. Ça a laissé quand même un petit peu de temps à Varane de pouvoir s'avancer balle au pied. Le fait que Jean-Félix soit revenu si intérieur, du coup il se fait un petit peu franchir. Varane réussit à franchir la première ligne de l'Atlético ici, qu'on peut dessiner entre Correa et Jean-Félix. Donc ça peut être une situation prometteuse. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que d'abord, il y a toujours cette volonté, avec cette densité de joueurs, de fermer l'accès au demi-espace et au jeu entre les lignes. Ici, c'est Pogba qui est encerclé par 3 éléments, et principalement d'ailleurs par Renan Lodi et Kondogbia. Donc on ferme d'abord ce couloir de jeu dans le demi-espace axe droit, qui est particulièrement préjudiciable et particulièrement déstabilisant potentiellement pour une défense. Quitte à laisser la passe extérieure, c'est pas grave, parce que sur le temps de passe, on va venir coulisser. C'est ce que fait Renan Lodi. On coulisse sur le temps de passe pour venir bloquer la progression, empêcher de jouer. On voit que Renildo aussi est attentif éventuellement sur un déplacement de Pogba. Et donc ça va bloquer Manchester United qui, comme ça, pendant tout le match, pendant une grande partie du match finalement, est passé de droite à gauche sans réussir à trouver de solution. Ça, c'est aussi le problème de Manchester United, de ne pas avoir su trouver de solution au cœur du bloc adverse. Et donc, au moment où Rashford revient un petit peu à l'intérieur, là c'est le rôle aussi de Jean-Félix de venir fermer ce retour intérieur pour forcer le jeu en retrait, certes jeu latéral, mais jeu en retrait aussi. Parce que si Rashford réussit à donner cette passe-là, alors certes c'est Varane, mais il peut plus facilement venir chercher à l'opposé par exemple sur Luke Shaw. Et là dans ces cas-là, les distances d'intervention pour le piston ou pour le relayeur sont très compliquées. Alors qu'en forçant une passe supplémentaire en retrait, eh bien, on a le temps du coup en ajustement pour le piston et pour le relayeur de venir ajuster leur distance, leur placement pour anticiper cette passe à l'opposé. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, alors ce qu'on disait tout à l'heure sur le U de Manchester United. Voilà, là il y a un problème clairement dans l'équilibre de l'occupation de l'espace, parce qu'on a beaucoup trop de joueurs hors du bloc adverse. On a les quatre défenseurs. Ici, alors Varane est venu ici, donc en fait c'est Fred qui a compensé Varane, mais c'est comme s'il occupe le rôle d'un 4e défenseur ici, avec Maguire et Shaw. Qui est-ce qui est ici? C'est Bruno Fernandes qui s'est centré de ce bloc-là, parce que vous avez eu la densité aussi tout de même axiale du bloc de l'Atlético. Pogba aussi, l'autre relayeur, est venu sur la largeur. Alors Rashford certes est venu à l'intérieur ici, et on a Sancho aussi qui sont venus à l'intérieur dans le bloc. Mais néanmoins, alors là on n'a vraiment pas du tout la volonté, comme c'était le cas pour le Barça par exemple tout à l'heure, de venir occuper cette zone dans le dos de la première ligne, occuper ces intervalles, et poser des dilemmes finalement. Alors là c'est intéressant parce qu'en effet Sancho est quand même dans l'intervalle entre Versalco et Savic.
Mais voilà, il manque un autre élément ici, justement, qui peut poser un autre dilemme. Donc c'est un U de l'espace, en effet, qu'on va libérer de tous ces gribouillages pour mieux l'admirer encore une fois. Mais ça montre en tout cas la stérilité de Manchester United, stérilité forcée aussi par l'animation de l'Atlético défensif bien en place du côté de l'Atlético. Et on remarque encore une fois, alors que ça coulisse encore, avec Savic ici, qui vient dans le dos de Vrsaljko, qui lui est venu sur la largeur en prévision face à Bruno Fernandes justement, alors qu'il y a cette fois-ci potentiellement un petit décalage justement, parce que le placement de Bruno Fernandes ici, voilà, il est un peu plus bas que ce que ne serait l'ailier de Manchester United, qui serait peut-être un peu plus ici. Et donc Vrsaljko pourrait être plus là, et donc il y aurait moins d'intervalle éventuellement à attaquer pour Sancho. Sauf que là, il y a une petite variation qui fait que Vrsaljko doit un peu se livrer, contrairement à d'habitude, et donc ça ouvre cet intervalle. Mais là, c'est Savic qui vient coulisser, et donc, encore une fois, Herrera qui vient intégrer l'alignement défensif pour préserver cet équilibre et ne pas ouvrir d'intervalle au cœur du bloc. Et au bout de l'action, l'Atlético profite de sa supériorité côté ballon. Alors c'est un 3 contre 3, mais voilà, ils ont réussi à compliquer la progression pour récupérer. Donc on avait vraiment vu une machine très bien huilée de la part de l'Atlético face à Manchester United. Ça n'a pas été un match toujours très plaisant, très enlevé, mais en tout cas c'était extrêmement intéressant. On passe au Stade Rennais. C'était justement le thème de mon coup de cœur tactique du week-end sur le compte de la Ligue 1. C'est l'animation offensive du Stade Rennais. Face à Montpellier, les Rennais ont marqué 4 buts sur leur deuxième match de suite de Ligue 1, avec une belle animation offensive très efficace. Alors ils n'ont pas tiré beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'il y avait 3-2 dans ce match avec 5 tirs, je crois. Non, 3-2 dans le match avec 9 tirs. Je crois que 9 tirs et 5 buts. C'était un ratio assez intéressant dans cette rencontre. En tout cas, Rennes notamment a fait un gros début de match, notamment 20 grosses premières minutes. Quand Montpellier a marqué le but de 2-1, ça a été plus compliqué et Montpellier a commencé à hausser l'intensité et à forcer des erreurs, etc. Mais on a vu des belles choses. Et oui, notamment Warmed Omari à l'origine. Et justement, c'est le point de départ de la réflexion. Au Stade Rennais, beaucoup dans l'animation du jeu part des défenseurs centraux et de leur prise d'initiative balle au pied. On va voir parfois Jonas Martin décrocher entre les centraux. Mais c'est pour mieux justement permettre à Aguerd et Omari, qui sont très à l'aise, qui sont très ambitieux, qui ont un état d'esprit conquérant avec ballon, de trouver des solutions au cœur du jeu, de trouver des renversements, de trouver plein de passes différentes qui font progresser les choses. Et ici donc, Naïef Aguerd va prendre l'initiative justement de trouver Martin Terrier à l'intérieur. Et souvent d'ailleurs, il y a pas mal de solutions à l'intérieur du jeu qui sont proposées par les Rennais. Terrier qui sur le papier est milieu offensif gauche, en tout cas attaquant gauche, mais qui en fait dans la pratique reste rarement collé à la ligne de touche et vient plutôt à l'intérieur justement en soutien de la board comme ici. Et donc là il est intéressant quand il peut être trouvé dans ce demi-espace axe gauche. On voit ici encore l'intervalle dans le dos des milieux de terrain montpelliérains qui est trouvé donc ici avec Terrier. Et on voit aussi alors je crois que c'est Santa Maria et ici on a Alvaro Mayer. Donc en fait voilà, on a ces solutions qui sont multiples, beaucoup de mouvements aussi de permutations, on le verra, mais toujours des solutions pour essayer de franchir cette zone des milieux de terrain. Deuxième situation, Aguerd qui va jouer pour Omari, et là on va voir justement les mouvements qui vont ouvrir des espaces dans l'entrejeu. Avec sur le 4-3-3, alors c'est un 4-3-3, en phase défensive ça devenait parfois un 4-4-2 quand Mayer venait aux côtés de la board, bref. Ici ce qu'on voit c'est le déplacement de Mayer, le relayeur droit, qui s'excentre, et qui aspire avec lui un Montpellierin, et Bourigeaud, milieu droit sur le papier, qui vient à l'intérieur. Et donc il y a cette permutation entre Bourigeaud et Mayer. Ni l'un ni l'autre ne sont vraiment des joueurs de couloir sur le profil, mais ils sont amenés l'un et l'autre à occuper ces zones parfois extérieures. Et donc il y a cette entente intéressante dans les déplacements entre les deux, où ils vont permuter aussi et ensuite pouvoir combiner l'un avec l'autre. En tout cas, ce qui est intéressant à nouveau, c'est que ça a créé donc un espace dans l'entrejeu ici pour Bourigeaud, qu'Omari va venir trouver avec cette passe qui casse les lignes, cette bonne prise d'initiative. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que le relayeur gauche, Baptiste Santamaria, s'est rapproché, il n'est pas resté à l'opposé du jeu, il est venu proche de Bourigeaud pour offrir une solution de continuité à l'action forcément, parce que Bourigeaud il va être trouvé dans une zone de densité, on va le voir attaqué par derrière par Kozza, et donc Santamaria va offrir une solution de soutien et permettre aussi de créer ce jeu à 3, ce troisième homme pour les Rennais, ce qui permet de trouver après un appui, un troisième élément face au jeu, plus haut que la ligne de pression adverse. Donc ici Bourigeaud va venir jouer sur Santamaria qui s'est rapproché. Donc on a cette continuité qui est donnée au jeu. Et justement, continuité ensuite, on voit que Kozza est sorti sur Bourigeaud pour venir gérer le joueur entre les lignes, pour l'empêcher de se retourner, même si du coup il a une solution. Et la board, l'avant-centre, plonge directement dans cet espace axe droit qui a été libéré par la sortie de Kozza. Donc on a vraiment cette complémentarité, cette bonne coordination des déplacements.
Et Santa Maria qui va ici lancer la board. Ce sera un petit peu trop long. Mais on a une vraie intelligence dans les déplacements, dans la coordination, une vraie recherche de ces jeux en triangle aussi, et de ce jeu rapide très combiné à peu de touches de balle pour mettre à mal les adversaires à la fois dans l'axe et sur les côtés. Et justement, l'action du but est venue d'une construction depuis l'arrière qui s'est répétée. On va avoir d'abord une première action qui n'est pas celle du but, mais qui est assez similaire. Avec là, on voit ici, c'est Aguerd et Omari qui prennent la relance. On a un pressing Montpellierin quand même, qui laisse Enfin, voilà, encore une fois, on a cette volonté, a priori, je pense, de fermer le demi-espace et d'inciter Aguerd à jouer sur le côté. Vers Melling. C'est Germain ici qui est d'abord dans le demi-espace, qui n'est pas trop large, pour supposément empêcher cette passe intérieure. Mais encore une fois, l'intervalle il est grand, hein, avec Ferry ici. Ferry qui est lui attiré par... c'est Jonas Martin qui est venu là. Et ce qui est intéressant, c'est que Terrier va venir décrocher dans ce demi-espace-là. Et donc rendre possible cette initiative d'Aguerd de venir casser la ligne. Et Terrier qui a en plus un temps d'avance sur son adversaire. Et là, ce qui est important aussi pour lui, c'est de réussir à vite jouer en une touche de balle. Parce que forcément, il se retrouve sous pression. Alors il pourrait éventuellement réussir à se retourner vers l'intérieur. Ce serait extrêmement intéressant. Mais le défenseur qui le suit au pressing serait dans la même dynamique. C'est-à-dire que s'il est venu comme ça axe droit, si Terrier se retourne dans ce sens-là, le défenseur peut aussi s'ajuster et éventuellement réussir à suivre sa course. Alors que là, Terrier va faire une déviation alors qu'il est gribouillé de partout. Il va dévier dans l'espace pour Melling. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Melling, sur cette passe-là, si Aguerd lui donne immédiatement, il va prendre la pression de Germain. Germain qui a distance d'intervention, qui peut anticiper pour venir le presser. Mais en prenant ce relais intérieur, ça permet en plus de franchir Germain, l'adversaire direct potentiel de Melling, et donc de trouver Melling plus haut que son adversaire. Alors là, Germain revient, mais néanmoins, voilà, le ballon est plus haut que Germain, donc le ballon a passé la ligne de pression des milieux de terrain montpelliérains, et donc Melling, et c'est une passe qu'il aime bien faire, généralement, il va pouvoir venir trouver cette passe intérieure. Parce que la défense montpelliéraine recule, forcément, la ligne des milieux est franchie, on veut pas se livrer, on est sur de recul frein, on veut gagner du temps, permettre à ses coéquipiers de revenir. Et donc la board a un petit peu décroché, alors il s'est laissé un petit peu décrocher par rapport à la défense adverse, et donc il rend cette passe intérieure possible. Et là, c'est l'accompagnement aussi des Rennais ensuite qui est intéressant, parce que Terrier évidemment est proche de la board, et donc la board peut remiser en une touche sur Terrier. On retrouve ces jeux en une touche de balle, ces combinaisons rapides, ces jeux en triangle du côté du Stade Rennais. C'est le deuxième du coup, parce qu'on a eu le premier entre Aguerd, Terrier et Melling. Là, on a Melling, la board, Terrier. On a construit d'un côté, et là, un peu comme le Barça, on veut aller finir de l'autre. Et pour créer cet espace à l'opposé, alors qu'on devine déjà sur cette situation que avec Mayer et avec Bourigeaud, on a un 2 contre 1 face au latéral opposé de Montpellier. Je crois que c'est Oyongo. Et donc forcément, ce 2 contre 1, il faut l'optimiser. Comment l'optimiser quand on cherche la largeur? C'est pour libérer le joueur, notamment, enfin libérer un de ces deux joueurs, et généralement c'est le joueur le plus large. Et ça passe par un appel sacrifice du premier. On voit que Lovro Mayer ici fait cet appel vers l'intérieur, ce qui a rapproché Oyongo vers l'axe. D'ailleurs, Laborde va aussi faire cet appel intérieur, ce qui va aspirer avec lui. Je crois que c'est Chotard ici qui est à l'intérieur aussi. Donc on a vraiment ces courses qui sont faites. Alors je pense qu'elles sont faites aussi peut-être dans l'hypothèse de recevoir le ballon. Parce que là, voilà, Terrier pourrait éventuellement donner un ballon en profondeur. Néanmoins, on voit que la défense montpelliéraine a un petit temps d'avance dans la couverture de cet espace. Mais surtout, qu'est-ce que ça permet? Évidemment, ça embarque toute la défense montpelliéraine et ça ouvre la passe à l'opposé pour Bourigeaud. Et ça, c'est des mouvements que le Stade Rennais... Alors, ça date même pas de cette saison. Hein. Déjà, sous Julien Stéphan, il y avait très souvent ces courses des offensifs opposés vers l'intérieur pour libérer un joueur excentré dans le couloir. Et là, c'est ce qui est encore fait très bien. Je pense que Bruno Genesio a capitalisé aussi sur des choses qui pouvaient être déjà en place dans le jeu du côté du Stade Rennais. Et ici, alors Bourigeaud manquera sa dernière passe. En tout cas, c'est une action bien menée avec ses jeux en triangle donc côté gauche. Et ensuite, on embarque la défense vers l'opposé. Enfin, on embarque la défense pour libérer la passe vers l'opposé. Et l'action du but, justement, en fin de première mi-temps, il me semble, c'est une relance à la base de Gomis qui a venu renverser sur Melling. Gomis, d'ailleurs, jeu au pied moyen, mais sur le jeu direct, heureusement, il y a la board qui est extrêmement utile, extrêmement pertinent pour contrôler le ballon et résister aux défenseurs et permettre au Stade Rennais de construire dans le camp adverse, même sur du jeu long renvoyé par Gomis. Donc c'est pas du jeu envoyé au pif, il y a un vrai point d'appui intéressant qui permet à Rennes de construire dans le camp adverse, notamment la board qui est extrêmement solide. Et donc ici c'est Melling qui va mettre en place cette relance à 3 à nouveau avec Santa Maria et Terrier qui vient encore décrocher, et on va avoir des mouvements complémentaires, c'est à dire que Melling a donné à Santa Maria, alors je crois qu'il a donné à l'intérieur comme ça. Santa Maria qui, quand il va recevoir le ballon, il va venir vers l'extérieur.
avec sa prise de balle, il va réussir à prendre le dessus sur son adversaire direct. Et Melling, lui, va poursuivre sur sa lancée et venir à l'intérieur. Donc on a ces dézonages encore une fois du côté du Stade Rennais, du mouvement, beaucoup de mouvement côté Rennais et des combinaisons rapides. Santa Maria qui va trouver Terrier, dos au but à nouveau, qui va cette fois-ci réussir à se retourner, c'est ce qu'on suggérait tout à l'heure. Il va se retourner vers l'intérieur, être un peu gêné, mais c'est pas grave, puisque Melling a poursuivi à l'intérieur. Et donc cette fois-ci, ça y est, on retrouve en fait, à partir de ces constructions rennaises sur le côté, des situation d'attaque rapide pratiquement. C'est presque une contre-attaque là, que joue le Stade Rennais à partir de cette attaque placée initialement face à un pressing adverse. C'est ce que permet finalement ce que permettent les relances sous pression. On va souvent pointer, oui, les pertes de balles, le côté risqué de ces phases de jeu. Mais quand ça fonctionne, on se crée des situations aussi dangereuses pour l'adversaire que des attaques rapides, que des contre-attaques. Parce qu'on voit ici, il y a une vraie situation de crise pour Montpellier. Il n'y a plus que 3 joueurs en défense, donc beaucoup d'espace. Ils sont en plus forcés de reculer parce qu'ils doivent protéger leur but. La ligne des milieux de terrain est franchie. Et donc, les Rennais peuvent gagner du terrain. Et en plus, ils se retrouvent pratiquement au moins en égalité numérique, voire en supériorité numérique sur cette action, en tout cas à l'origine. Donc, sur cette sortie de balle depuis l'arrière, ça a été extrêmement bénéfique pour le Stade Rennais. Et encore une fois, Melling qui va percuter, qui va gagner du terrain balle au pied. On va retrouver encore une course de la board ici, dans l'intervalle, qui va emmener avec lui Oyongo et Koza vers l'intérieur, qui doivent défendre d'abord en priorité l'espace intérieur, on va pas leur reprocher. Mais ça va libérer le côté opposé vers Bourigeaud qui est bien resté large. Et alors cette fois-ci, la passe de Melling de son mauvais pied va être un petit peu courte. L'action va se poursuivre et ça va finir par une remise en retrait de Meyer pour un centre d'Amari Traoré. Et là, c'est aussi l'ambition et l'esprit conquérant offensif du Stade Rennais. Au moment du centre d'Amari Traoré, on a 6 joueurs dans la surface. Alors Meyer ne va pas disputer ce ballon certes, mais c'est lui qui est à l'avant-dernière passe pour Traoré. Melling aussi qui vient ici éventuellement à la retomber. On a 4 éléments. Et là, on a une vraie supériorité numérique côté Rennais. C'est Terrier qui va marquer de la tête. Mais on a 2 Montpelliérains. Et on a 4 Rennais dans cette surface. Avec cette désorganisation Montpellier-Rennes. Donc là, on pourrait redire beaucoup aussi sur la désorganisation défensive Montpellier. Mais ce qu'on peut souligner, voilà, on préfère regarder de ce côté-là de la chose, c'est l'ambition offensive du Stade Rennais. Atalanta-Sampdoria, c'était le match de lundi soir. Plein de choses à dire, comme toujours, sur l'animation de l'Atalanta, à la fois défensive et offensive. Et c'est toujours important de voir que l'Atalanta garde certains principes qui ont fait son succès, même quand il y a des absences, avec des joueurs en plus qui viennent compenser, comme Kopp Miners, par exemple, qui devient un attaquant, alors qu'initialement, c'était plus un milieu de terrain organisateur face au jeu, justement. Et voilà, c'est intéressant de voir ses profits. Donc, Atalanta-Sampdoria, on voit que la première situation que l'on va voir démarre dans le camp de l'Atalanta. Mais l'Atalanta qui a bloqué la progression ici, qui va forcer une passe négative, et forcément l'Atalanta face à une passe négative adverse, eh bien on avance. C'est Boga ici qui lance le pressing, qui va faire remonter tout le bloc de l'Atalanta, parce qu'il va forcer une deuxième passe négative, et là à nouveau, Kopp Miners, c'est Pessina, il y a également Freuler derrière, qui suivent la remontée, et on va retrouver l'approche individuelle de l'Atalanta en phase défensive. C'est vraiment du homme à homme quand on va presser dans le camp adverse côté Atalanta, et même d'ailleurs dans son propre camp, hein, même si c'est un peu plus diffus parfois. C'est vraiment rechercher cette homme à homme pour fermer toutes les solutions de jeu à l'adversaire. Et ici justement, comme toutes les solutions de jeu sont fermées, sont bloquées, eh bien Freuler va réussir à intercepter cette passe qui est un petit peu forcée de la part du défenseur de la Sampdoria, et ça va générer une situation d'attaque rapide. Et là on se projette rapidement côté Atalanta. Freuler, milieu axial, va continuer sur sa course et se projeter à droite. Pessina va le décaler. Hop, on retrouve 3 joueurs ici dans le couloir. Du coup on a Freuler, milieu axial, qui est à droite, Pessina qui est plutôt l'offensif de soutien axe droit, qui va venir se projeter dans l'intervalle. C'est un petit peu ce qui a manqué par exemple à Manchester United, ça s'appelle dans le demi-espace. Donc Pessina qui vient se projeter avec toujours beaucoup d'intensité. Et ici c'est Attebourg, le piston, qui est venu vite en soutien et qui va faire un mouvement complémentaire en venant à l'intérieur dans l'espace libéré par Pessina. Donc c'est intéressant toujours ces rotations aussi de joueurs du côté de l'Atalanta. On attaque souvent à 3 à 4 sur les côtés, avec parfois donc des trios ou des losanges qui tournent sur eux-mêmes aussi pour, avec ces mouvements-là, libérer des espaces. Et d'ailleurs du coup la course de Pessina va ouvrir cette passe intérieure pour Attebourg. Mais Attebourg va pas trouver de solution, il va repasser par Freuler qui est resté là. Et on va tout de suite mettre en lumière Pasalic, l'ancien monégasque, qui est un élément extrêmement intéressant parce que c'est un milieu de terrain à la base, mais qui a peut-être l'un des meilleurs jeux de tête d'Europe. En tout cas, il a marqué plein de buts de la tête, évidemment, c'est une arme redoutable. Et là, il est devant son défenseur central. Et on pourrait se dire que voilà, le défenseur de la Sampdoria pourrait sentir le danger et du coup chercher à venir au moins entre Pasalic et le but pour avoir maximisé sa prise en charge. En revanche, ce qu'on va voir néanmoins, c'est qu'au moment où Freuler arme son centre,
Pasalic est encore devant, tout simplement. Il a une vraie science du buteur là-dessus, une vraie science du déplacement dans la surface, un petit peu à la Cavani, de plonger comme ça au premier poteau. Au moment du centre de Freuler, donc Pasalic est devant son adversaire direct. Et dans ces cas-là, évidemment, pour Freuler, l'ambition, c'est uniquement de réussir à l'alimenter dans la bonne zone, parce que Pasalic passe devant, il attaque cet espace ici vers le premier poteau, et donc il faut réussir à franchir les premiers défenseurs pour Freuler, qui est un milieu axial, donc il n'a pas forcément l'habitude de centrer, même si dans l'Atalanta on est habitué forcément à avoir des dépassements de fonction. Freuler qui envoie donc ce centre, et Pasalic qui réussira, avec ses têtes plongeantes, à marquer cette action, qui est donc née initialement de cette défense en avançant de l'Atalanta, avec ce pressing qui a été mis en place. On retrouve sur cette phase de relance de la Sampdoria l'approche individuelle de l'Atalanta, du 1 contre 1, bloquer toutes les solutions et forcer l'adversaire soit à tenter une passe un petit peu forcée, un petit peu risquée et donc se donner plus de chances de récupérer le ballon, soit forcer du jeu long par exemple. Sur la passe de Colley pour son gardien, c'est intéressant de voir justement Pasalic qui certes lâche son adversaire direct, mais néanmoins son pressing est intelligent parce qu'en fait il va empêcher la passe du gardien pour le défenseur derrière lui. Et donc c'est aussi tout l'enjeu quand on presse, parce que le gardien apporte une supériorité numérique naturelle sur la relance. Si on va presser le gardien pour maintenir cette pression et empêcher l'adversaire de jouer, il faut être capable de gérer plusieurs joueurs à la fois. Et là, Pasalic, il neutralise l'adversaire direct dans son dos, qui est un peu passif, parce qu'il aurait pu anticiper ce pressing et venir se décaler pour solliciter une passe, ou même il peut venir ici à l'intérieur, même si c'est plus risqué avec Pessina qui peut venir, mais voilà, en étant un petit peu passif, en n'étant pas concerné par l'action, face à un pressing, forcément on complique la solution pour son gardien. Et donc là, le gardien de la Sampdoria va devoir allonger, parce qu'on ne lui a pas offert la bonne solution. Parce que face à une équipe qui défend en individuel, justement, et qui est donc de base en infériorité numérique sur un pressing grâce au gardien, il y a toujours des solutions à trouver par du mouvement. Et ça, quand on n'a pas de mouvement, forcément on est plus facile à presser. Le ballon est récupéré dans l'entrejeu par De Roon. Sur ce ballon, c'était un long dégagement. Je vais dessiner la trajectoire. Hop, c'était un long dégagement en cloche comme ça. De Roon qui intercepte de la tête. Ça va revenir sur Pessina, qui va être suivi par Colley forcément, parce qu'on veut l'empêcher de se retourner évidemment, comme toujours. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer forcément un intervalle dans le dos de la défense adverse. Et c'est là où Koopmeiners, franchement, c'est une transformation assez incroyable. Alors si vous ne connaissez pas ce joueur, je vous invite à essayer de trouver des compilations, parce qu'il a une qualité de jeu long exceptionnelle. C'est un super passeur. C'était l'ancien capitaine de la Z qui avait une super équipe avec Stengs, justement, Boadou, etc. Et Koopmeiners en était le capitaine, il marquait plein de pénaltys aussi. Super organisateur. Mais là, cette fois-ci, il sent bien l'espace à attaquer. Et ce qui est fort aussi de la part de Pessina, c'est que à ce moment-là, Koopmeiners n'a pas vraiment encore déclenché son appel. Il n'a pas vraiment encore déclenché sa course. Et pourtant, Pessina sait déjà que c'est ce qu'il va faire. Alors, c'est difficile de le montrer sur une image arrêtée, mais à ce moment-là, il contrôle du genou, il me semble, Pessina, ou du genou ou de la poitrine, je ne sais plus. Mais il fait une deuxième touche de balle quasiment dans la foulée, où directement, il envoie ce ballon dans le dos, dans l'intervalle ouvert qu'on a montré. Alors que Koopmeiners vient à peine à ce moment-là d'entamer sa course, c'est-à-dire qu'en fait, Pessina avait immédiatement anticipé qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire et la situation de jeu intéressante. Je serais curieux de savoir à quel moment il arrive à prendre l'information, Pessina, de savoir que derrière lui, il y a un joueur qui va venir le presser et donc qui peut tout de suite s'orienter pour donner ce ballon. Ou alors il a une super vision périphérique, il a tout de suite décelé le petit mouvement de la part de Pessina pour donner ce ballon en profondeur. Et la Koopmeiners qui attaque l'espace, qui s'est engouffré dans l'intervalle et qui va pouvoir conclure du frappe du droit. Ça du coup, la qualité de frappe, il l'a. Le deuxième but cette fois-ci, c'est une phase d'attaque placée de l'Atalanta, où on va voir aussi la science de l'occupation des intervalles du côté de l'Atalanta, parce que ici c'est le ballon sur le côté, je crois que c'est Attebourg qui l'a du coup, qui vient jouer à l'intérieur pour... c'est Freuler, le numéro 11, qui se place dans l'intervalle entre les deux milieux de la Sampdoria. Et c'est important forcément quand on est servi à ce moment-là, dans cette zone-là, de réussir à casser cet intervalle en orientant son contrôle vers l'avant. Tous les joueurs n'en sont pas capables, tous les milieux de terrain. Il y en a qui vont préférer jouer la sécurité, éventuellement remettre au joueur qui vient de leur donner le ballon. D'autres qui vont vouloir peut-être s'orienter pour aller retransmettre à leur centrale à l'opposé, ce qui peut permettre de progresser par la suite. Mais là, il y a quand même une opportunité à saisir. Et c'est important pour les milieux de terrain d'avoir cet état d'esprit très conquérant sur chaque prise de balle. Et chercher, si on peut, à casser la ligne de milieu de terrain adverse. À casser l'intervalle dans lequel on se trouve. Et si c'est ce que fait Freuler sur sa prise de balle, immédiatement, alors que le ballon lui est donné derrière. Alors, c'est pas un problème qu'il soit donné derrière nécessairement, parce que du coup, ça donne un peu plus de sécurité par rapport à l'adversaire. Freuler qui peut contrôler. Hop, il va s'orienter pour casser la ligne de milieu de terrain adverse.
Et donc cet intervalle qui est cassé, les milieux de terrain sont battus, et là ça crée voilà, un petit peu la désorganisation dans le camp de l'Assemble, parce que forcément on a des joueurs éliminés. Ce qui est intéressant du côté de l'Atalanta, c'est qu'on a aussi ce mouvement complémentaire. Alors, on a vu tout à l'heure le mouvement complémentaire sur le côté, avec l'offensif, c'est Pessina qui se projetait vers l'extérieur, et donc le piston qui venait à l'intérieur. Là on voit un mouvement complémentaire entre, alors Pasalic, je crois, qui occupait la pointe de l'attaque, qui vient décrocher, et Kopp Miners, qui était un petit peu attaquant de soutien sur la situation, qui compense en avançant vers la défense. Parce qu'il faut toujours une présence sur la ligne défensive pour la fixer, pour libérer les joueurs qui viennent entre les lignes, comme ici pour Pasalic. Pasalic qui en plus vient se trouver dans l'intervalle, encore une fois, dans le bloc défensif de la Sampdoria, qui est déjà un petit peu désorganisé. Et d'ailleurs, ce qu'on va remarquer à l'issue de cette passe, c'est qu'une fois que Pasalic reçoit le ballon, à l'opposé aussi, c'est ce que permet le système de l'Atalanta avec ses pistons, il y a une supériorité qui se dessine. Avec ces trois éléments face au seul latéral adverse, avec la projection de Zappacosta ici à gauche, et c'est Miranchuk, aussi, ici le numéro 59 sur la gauche de votre écran, qui est disponible aussi. Donc on a cette supériorité à aller chercher. Évidemment, l'Atalanta exploite ces situations sur la largeur très bien. Alors je suis revenu en arrière sans faire exprès. Hop, voici Pasalic qui va décaler Miranchuk. Alors que ma voix fatigue un petit peu, mais on va y arriver à aller au bout de cette action de l'Atalanta. On a donc cette supériorité avec Zappacosta qui se projette, et on voit déjà tout de suite que le latéral de la Sampdoria ne peut pas se livrer trop sur Miranchuk, parce que s'il se livre trop, forcément, il y a le décalage sur le côté qui peut être donné, et c'est l'une des règles que soulignent les Espagnols notamment. Ils disent que el ultimo no sale al penultimo, ça veut dire que sur la largeur, donc si on regarde le foot sur ce plan-là, de gauche à droite, le dernier défenseur de la largeur, donc le latéral droit et le dernier défenseur du côté droit, ne doit pas sortir sur l'avant-dernier attaquant sur cette largeur. Et ici, on voit l'avant-dernier attaquant qui est Miranchuk, parce qu'il y a encore Zappacosta qui arrive derrière, qui serait le dernier attaquant si on regarde le terrain sur le sens de la largeur. Et pourquoi il ne doit pas sortir? Parce qu'il y a ce décalage qui serait extrêmement facile à faire, et ensuite Zappacosta aurait un boulevard pour aller donner une dernière passe, voire tout court, aller au but. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent, essayer de gagner du temps à ce niveau-là. C'est ce qu'essaie de faire justement le défenseur de la Sampdoria, qui se retrouve dans cette situation d'infériorité. Être en recul frein. Et ce qui est important dans ces cas-là pour maximiser le décalage à créer pour l'Atalanta, c'est d'aller fixer justement pour donner le plus d'espace possible au joueur qui va recevoir le ballon. Et c'est ce que fait très bien ici Miranchuk, c'est-à-dire qu'il ne va pas se précipiter à décaler Zappacosta qui arrive, il va d'abord venir fixer le latéral de la Sampdoria. On voit d'ailleurs de toute façon dans sa posture qu'il est dans une situation de crise. Voilà, il est complètement déséquilibré, il essaie à la fois de fermer, de gêner un petit peu la progression de Miranchuk, en tout cas de rester entre Miranchuk et le but, mais déjà il essaie de gagner du temps en cas de passe vers l'extérieur pour pouvoir être présent à distance d'intervention sur la montée des Zappacosta. Et c'est toujours délicat de gérer les distances, ne pas trop se rapprocher de l'extérieur pour pas trop libérer d'espace et de temps pour le porteur de balle, ne pas trop rester aspiré par le porteur de balle pour pouvoir être à distance d'intervention sur la passe vers l'extérieur. La situation de contrainte, c'est une science. Van Dijk est excellent là-dessus par exemple, mais pour des latéraux, c'est forcément toujours des situations qui vont se répéter, notamment face aux équipes qui ont des pistons qui arrivent lancés comme ça depuis l'arrière pour créer des décalages sur la largeur, et c'est des gros enjeux donc pour eux à défendre. Et justement, le central droit de la Sampdoria, il sent justement que son latéral est en difficulté, alors il veut venir aider, il veut venir compenser en se décalant vers l'extérieur pour venir éventuellement renforcer, fermer la porte à Miranchuk, ce qui faciliterait le fait que son latéral vienne coulisser justement lui aussi pour défendre sur le côté, sur l'extérieur. Sauf que ce faisant, il va évidemment ouvrir un intervalle. Si on avance un petit peu l'action, hop, l'intervalle est ouvert. Pourquoi? Parce que Collé, l'autre central, était trop loin. Alors si on remonte un petit peu sur l'action, où est-ce qu'il était collé? Hop, il était à l'origine aspiré. C'est ça aussi, voilà, la goutte d'eau, il était aspiré. Alors je crois qu'il est là à Tebourg du coup. Il était aspiré ici, collé vers l'extérieur. Si on remonte encore un petit peu, est-ce qu'on va remonter un petit peu? Ah et voilà, c'est ici. C'est-à-dire qu'il était attiré vers l'extérieur, et donc si on avance au fil de l'action, hop, Collé qui est un petit peu en retard pour coulisser, alors peut-être qu'il aurait pu mettre plus d'intensité. En tout cas, il est trop loin pour venir compenser la décision du central qui vient fermer, qui veut décaler vers l'extérieur. Et donc l'intervalle s'est ouvert, et c'est Kopp Miners qui s'y est infiltré comme un renard des espaces, pour reprendre l'expression allemande, je crois que c'était pour Müller Raumdotter, qui sent tous les espaces dans les défenses adverses. Et donc la passe de Miranchuk pour Tom Kopp Miners qui va se jeter pour conclure. Et donc voilà, on voit l'intervalle qui s'est ouvert avec... C'est pour ça aussi, voilà, quand on évoque la question de comment... Enfin voilà, pourquoi donner de la largeur c'est important. Parce que on pose des dilemmes à une défense
En créant des supériorités sur la largeur, on peut étirer la défense, ouvrir des intervalles comme ici. Après, évidemment, il y a toujours des mauvaises décisions qui peuvent favoriser certaines choses, mais c'est justement parce qu'on pose des questions à la défense, qu'on la force à prendre des décisions, que ces opportunités surviennent. Et là, l'Atalanta a très bien su l'exploiter avec Cup Miners. On va partir en Angleterre. Il y a eu des matchs de Premier League et de FA Cup hier. Et on va partir d'abord... Allez, partons d'abord à Burnley. Sur le Burnley-Leicester, on va décortiquer le but de Jamie Vardy, puisque Leicester a gagné 2-0 face à Burnley. D'abord, c'est une interception aérienne de Soyuncu, le central turc, qui, je crois, vit une saison difficile, non ? Je crois qu'il n'a pas confirmé trop les bonnes prestations les bonnes performances qu'il avait faites à ses débuts à Leicester, et il n'a pas trop confirmé son statut de successeur de Maguire notamment. Maguire qui a d'autres problèmes aussi à Manchester, mais bon, ça ce sera une discussion pour un autre jour. Et donc, Soyuncu intercepte le ballon dans les airs, et c'est Dewsbury Hall, le jeune milieu de terrain de Leicester, qui reprend ce ballon. Et déjà, ce qu'on remarque, c'est que Vardy apparaît dans l'écran, alors qu'ici, si on voit un petit peu, il n'est pas dans l'écran évidemment. Il revient d'une position de hors-jeu. Il y a beaucoup d'attaquants qui aiment bien faire ça, qui commencent d'une position de hors-jeu par leur placement, et qui ensuite viennent réapparaître, se remettre en jeu finalement dans le timing opportun pour poser problème à la défense et pour surprendre leurs adversaires directs. Benzema fait très souvent ça pour ses décrochages, par exemple. Il va partir d'une position, ici imaginons, dans l'angle mort en quelque sorte du défenseur adverse, il va jaillir devant lui pour avoir ce temps d'avance dans le timing et pouvoir être servi entre les lignes. Alors c'est pas le jeu de Vardy évidemment d'être servi comme ça, mais Vardy généralement il va plutôt laisser la ligne défensive reculer pour qu'il soit en jeu et ensuite pour qu'il puisse être à la finition d'une action. Voilà, on est encore un peu loin du but, mais c'est un petit peu cette logique là aussi. C'est-à-dire il n'est pas trop impliqué à l'origine de la situation en étant un petit peu hors jeu, mais en revanche il apparaît au moment opportun pour tenter de faire la différence. Dewsbury Hall va décaler Barnes sur le côté. Et Vardy est ici, dans l'intervalle encore une fois dans l'alignement défensif, et là c'est toujours pareil, hein, on répète beaucoup de fois ces choses là, mais ces placements dans les intervalles sont particulièrement problématiques pour les défenses, parce que ça peut mobiliser à la fois deux joueurs adverses, ou alors si un joueur comme ici, je crois que c'est Nathan Collins, le jeune défenseur de Burnley, s'il doit sortir sur l'extérieur pour faire une compensation, l'intervalle s'étire et donc l'espace grandit pour Vardy, alors que si Vardy est collé à son défenseur et qu'il ne fait pas l'effort d'être dans l'intervalle, il est plus facilement neutralisable et devient moins dangereux. Alors que là, vraiment, il pose problème à la défense de Burnley. D'ailleurs, Tarkowski, le numéro 5, qui est ici, doit faire un effort pour essayer de venir refermer cet intervalle. Et d'ailleurs, Vardy, pas de problème, il va laisser Tarkowski venir refermer cet intervalle, parce que Vardy, il va faire un petit peu comme Cavani fait souvent. Alors, mais Cavani le fait pas nécessairement dans les 30 derniers mètres. Mais Cavani, il aimait bien se mettre à l'opposé du ballon. C'est-à-dire que quand le jeu parisien se construisait à gauche, il allait se faire oublier axe droit dans le dos des défenseurs. Pour toujours avoir cet avantage, en fait, se faire oublier tout simplement vers le deuxième poteau. C'est ce que fait un petit peu Vardy ici dans ces 30 derniers mètres. Il va s'éloigner du ballon plutôt que de venir solliciter un ballon dans l'espace. Il pourrait, hein. Mais sauf qu'en fait, le but ne se marque pas. On marque pas un but au poteau de corner, quoi. Le but, c'est d'aller vers le but. Et donc, le but, c'est d'aller vers le but. Voilà, belle citation à accrocher dans vos chaumières. Chaumières aussi. Et donc, Vardy va plutôt, va s'excentrer un petit peu pour créer une distance aussi à la fois avec le passeur, lui laisser de l'espace pour faire la différence, et essayer de se faire oublier de la part de la défense. Et je vais retirer mes gribouillages. On voit donc Vardy qui s'éloigne du ballon, et Tarkowski, lui, qui veut revenir fermer cet intervalle, qui vient se placer devant Vardy, qui est tout heureux de le laisser faire, parce que c'est pas trop ce qu'il cherche, justement, il veut se mettre dans l'angle mort du défenseur. Pourquoi ? Parce que ça complique la prise d'information pour le défenseur, justement. Tarkowski ici, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a quand même le réflexe de prendre l'information sur Vardy. On voit le regard qu'il jette à sa droite, il a vu qu'il y avait Vardy. En plus, il est passé devant, donc il peut pas faire genre qu'il n'a pas vu. Mais néanmoins, voilà, il doit toujours tourner la tête à droite pour voir Vardy, tourner la tête à gauche pour voir le ballon, et si on avance un petit peu, là, hop, on avance d'une seconde, vous voyez au chrono, on est passé de 0,5 à 0,6. Entre deux, il a regardé le ballon sur Barnes pour s'assurer que la situation du ballon ne changerait pas. Hop, il rejette un regard, en tout cas dans la direction du but. Voilà, on peut imaginer que dans sa vision périphérique, il voit Vardy. Moi, j'ose espérer qu'en tout cas, il le fait pour ça, hein, parce que c'est toujours pareil, il faut que la prise d'information ait une intention.
tout cas, voilà, on voit ce regard à le but qui se détourne du ballon, en tout cas pour prendre l'information. Barnes fait le... Ah oui, d'ailleurs, c'était même encore un camp plus tard. Vous voyez, on est passé à 7. Donc il y a même eu encore une troisième prise d'information. C'est-à-dire que sur 2-3 secondes, Tarkowski prend 3 fois, surveille 3 fois Vardy. À vitesse réelle, on le voit mieux, mais là, malheureusement, sur les captures d'écran, on est un petit peu bloqué. Mais Barnes fait la différence donc sur le côté gauche. Et vous voyez que Tarkowski ne s'est absolument pas adapté au placement de Vardy, alors qu'il a identifié le danger de la situation. Là aussi, il vient défendre une zone, un petit peu comme Danso la fois dernière. Ici, il y a le premier poteau. Alors, si on défend la zone, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, il faudrait poser la question à Sean Dyche. Est-ce que la consigne de Tarkowski, c'est défendre la zone? Et est-ce que dans ce cas-là, le problème, c'est pas... Je crois que c'est Peters, le numéro 3? Ou en tout cas, le latéral gauche de Burnley qui est en retard pour fermer. Si on remonte un petit peu, le latéral de Burnley ici, voilà, il revient un petit peu en trottinant. On voit clairement le numéro 3 qui n'est pas à fond du tout. Voilà. Il est plutôt focalisé sur Maddison, justement, que de venir fermer cet intervalle deuxième poteau. Donc c'est toujours pareil aussi. Il y a... Un défenseur peut se trouer, il est censé y avoir des compensations aussi pour l'empêcher. Et là, c'est pas le cas. Mais néanmoins, Tarkowski a pris l'information, il est trop loin de Vardy. Et résultat, le centre de Barnes va pouvoir être déposé sur la tête de Vardy au deuxième poteau. Et forcément, Vardy, à cette distance, on peut lui faire confiance pour marquer. Et je vais réussir à l'activer, me voici. Alors, j'ai une dernière palette pour vous, si ça vous intéresse, qui est sur City. Alors, c'est pas une action flamboyante, hein, mais ça reste une action intéressante. C'était face à Peterborough, si je le prononce bien, en FA Cup. C'est un but de Jack Grealish, qui est décrié parfois pour son manque de stats. Mais voilà, là c'est une petite action intéressante à montrer. C'est des choses assez basiques, mais qui ont bien fonctionné. Alors d'abord, on peut voir sur le début de l'action la supériorité créée par Ederson. C'est un 3 contre 1, certes, mais en tout cas, sa position en fait permet à ces deux centraux de s'écarter. C'est-à-dire que si Ederson ne vient pas s'avancer, la porte est... alors c'était qui? Je sais pas qui était l'autre central, tiens, faudrait que j'aille regarder. Je regarde ça en 2 clics. Qui était le central avec la porte? Je l'ai oublié. C'était pas... Ouais, c'était censé être hacké, donc là c'est pas hacké qui a été remplacé. C'est Stones en fait. Et pourquoi Stones se retrouve latéral gauche, enfin central gauche et la porte de la centrale droite, je ne sais pas. Je l'ai pas vu à l'origine de l'action. En tout cas, ça permet cette position avancée d'Ederson à la porte et à Stones. Oups, la flèche est très moche. De s'écarter, donc de prendre leur distance par rapport au seul élément qui compose la première ligne de Peterborough. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y avait pas non plus un enjeu gigantesque parce qu'il n'y a pas un gros pressing adverse. On voit que la ligne des 4 milieux ici derrière, hop, recule. Et à distance dans son camp, forcément, alors il y a déjà un 0 pour City, mais on va pas se livrer. Foden peut venir décrocher tranquillement, recevoir le ballon. On va repérer la position de Grealish, vous la voyez en haut à droite de votre écran, ici, qui est dans cet intervalle axe gauche aussi, qui est hyper intéressant et qui sera prometteur pour lui. Ce qu'on remarque aussi d'ailleurs, c'est le placement, enfin c'est l'enchaînement technique de Foden qui en 2 touches de balle va réussir à se mettre en situation d'envoyer une passe en profondeur, mais c'est ce qu'on verra par la suite. Il va recevoir ce ballon, il a contrôle pied opposé en se retournant, si vous voyez. Hein. Là, il vient demander le ballon, on se dit ah il est face au jeu, il est pas bien orienté, sauf qu'il y a des joueurs qui, même en étant dos au but adverse, réussissent à pivoter sur eux-mêmes pour contrôler comme ici Foden avec le pied éloigné, enchaîner ensuite avec une deuxième touche de balle. Alors il aurait pu enchaîner pied droit, mais il enchaîne plutôt avec l'extérieur du gauche. Et on voit que Grealish, alors que Foden vient à peine de contrôler, a déjà commencé à entamer son mouvement vers l'intérieur, son appel en profondeur. Donc c'est intéressant de voir comment il peut anticiper ce choix-là. Alors que son défenseur, lui, alors, sur le papier, c'est pas trop mal en termes d'orientation de vouloir... Enfin, de cette manière-là, en fait, il peut à la fois contrôler le ballon et Grealish, en étant pas complètement orienté vers le ballon, mais un peu plus de face, en effet, mais sauf qu'en étant de face, pour défendre dans son dos, voilà, pour un défenseur, on perd du temps en défendant de face. Et ça va lui porter préjudice, on va le voir. Foden donc enchaîne avec cette deuxième touche de balle. Et là, il prend le contact visuel. Très important toujours, sur ces ballons en profondeur, le contact visuel entre le passeur et le joueur qui fait l'appel. Alors parfois, il n'y a pas besoin. Mais généralement, voilà, c'est je t'ai vu, tu m'as vu, on y va. C'est un petit peu ça. Et donc là, Foden a vu Grealish, il a vite repéré. C'est ça aussi intéressant, c'est cette attitude. C'est-à-dire qu'il contrôle, tac, tout de suite, il se met vers l'avant alors que l'adversaire vient pas le presser. On pourrait repartir sur une possession un petit peu stérile, etc. Foden, il n'est pas dans cet état d'esprit-là. S'il peut faire une passe qui va casser une ligne, il va le faire. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque aussi sur cette situation, c'est que le latéral opposé... est-ce que je peux retirer ça? On va retirer ça. Le latéral opposé de Peterborough, lui, il n'est pas aspiré vers l'intérieur par Grealish.
Alors que tout à l'heure, les défenseurs de la Sampdoria ou les défenseurs même de Bilbao, etc., suivaient ces appels depuis les positions intermédiaires vers l'intérieur. Ici, c'est pas le cas du piston de Peterborough parce qu'il défendait à 5. Je pense qu'il avait cette consigne de rester sur la largeur. On voit d'ailleurs ici à l'opposé qu'il y a un joueur de City qui aurait été au large. Et je pense que si dans ce cas-là, si Grealish est suivi, Foden il vient plutôt chercher à l'opposé vers ce joueur qui sera libéré par cet appel. Donc quoi qu'il arrive en fait, qu'il soit servi ou pas, l'appel de Grealish, il peut être utile. Il peut créer du désordre dans une défense. Voilà, il faut se dire, les courses sans ballon, en fait, il n'y en a aucune qui est vaine. Et on le voit dans des équipes, par exemple, celle qui tourne le mieux offensivement. Quand Lens marche bien, par exemple, on revient souvent au Racing Club de Lens, mais c'est une équipe sympa à avoir joué. Il y a beaucoup de mouvements, il y a toujours profondeur décrochage, rotation, voilà, toujours beaucoup de mouvements. Même si l'adversaire est un petit peu en place, il y a forcément des brèches qui finissent par s'ouvrir. Condition après techniquement aussi de réussir à enchaîner. Grealish donc se projette dans cet intervalle, il vient plonger. C'est là qui est intéressant, c'est qu'en fait, il fait cette course incurvée à la fois pour rester rester en jeu, et donc adapter son timing aussi au mouvement de Foden pour pas partir trop vite, parce que s'il fait une course plus droite, forcément Foden a moins de temps pour donner son ballon. Mais en plus, cette course, elle l'emmène vers le but au final. Donc en fait, c'est rester en jeu, tout en pouvant ensuite aller vers le but, exactement. Et ce qu'on disait tout à l'heure, la posture un petit peu de face du défenseur de Peterborough, là, elle est un petit peu en difficulté, parce qu'en fait, il n'est pas du tout prêt à défendre cet appel. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le défenseur devant lui est plutôt focalisé sur Gabriel Jesus et sur ce qui passe devant lui, sur ce qui se passe devant lui. Alors, il y a parfois des équipes où les défenseurs ne doivent s'occuper que de ce qui se passe devant eux. Ce qui permet du coup de répartir un peu la responsabilité. Je sais que dans le groupe Red Bull, par exemple, c'était Damien Périnel qui me racontait ça, qu'il raconte notamment, alors, je sais pas si on l'a mis, mais dans Comment gagner un match de foot. Voilà, les défenseurs dans les équipes du groupe Red Bull sont responsabilisés sur ce qui se passe devant eux. Donc c'est pour les encourager à aller chasser sans arrière-pensée. On va chasser les adversaires, donc on peut imaginer ici le défenseur de Peterborough qui sort. Mais dans ces cas-là, il y a des mécanismes de couverture qui se mettent en place, forcément. Dans ces cas-là, ce défenseur, il doit gérer ce qui se passe devant lui. Soit en mettant en jeu, soit en accompagnant la course. Et là, il n'est pas prêt du tout à le faire. Et puis après, forcément aussi, à l'origine, on a quand même un joueur comme Foden qui a... Je sais pas combien de mètres il a. Il a quoi? Il a 5 mètres allez, si on se fie à la longueur du rond central, il a quoi? Peut-être même 8-9 mètres d'espace, tranquillement, pour ajuster cette balle en profondeur. Donc on a à la fois, on a les deux aspects qui sont pas remplis pour la défense de Peterborough. On a à la fois une ligne défensive qui n'est pas prête à défendre cet appel dans son dos. Et puis on a à la fois un porteur de balle qui n'est absolument pas cadré. Et donc c'est le bloc médian nul, si on peut appeler ça, bloc médian pourri, qui se fait avoir facilement par un ballon dans son dos. Alors après il faut le dosage aussi de Foden évidemment, mais quand on a un joueur de cette qualité là, avec son pied gauche, et quand on a aussi un joueur de la qualité de technique de Grealish pour réussir à contrôler ce ballon, parce qu'il le contrôle du pied droit, ce qui n'est pas forcément le pied le plus naturel pour lui, et sur un ballon qui vient de sa droite justement, mettre le pied opposé peut permettre de mieux maîtriser éventuellement, en tout cas mieux maîtriser la suite et l'orientation de ce contrôle, parce que là avec ce contrôle extérieur on peut dire il va peut-être partir par là-bas, mais c'est peut-être plus compliqué de le doser, etc. Mais là il arrive à contrôler de l'extérieur et à quand même ajuster finalement la course du ballon pour que ça continue à aller devant lui. On voit de plus près avec une loupe ce contrôle, et finalement il se retrouve en position de face à face au gardien de Peterborough pour conclure ce beau but du pied gauche. Et voilà donc pour la dernière palette du soir.